Selon un sondage réalisé par Mes Soins, vous êtes 66%, 2 personnes sur 3, à savoir que la neige a un intérêt. Et la grande majorité de ces personnes qui savent que la neige a un intérêt pensent que la neige apporte de l'azote au sol. Et ben je suis désolé, je vais encore fracasser une croyance très commune. Mais non, la neige c'est nul, ça n'apporte pas d'azote au sol. Just fake news, fake news, fake news, fake news. Bon, cela dit, moi je ne suis pas scientifique, chimiste ou quoi. Du coup, je vais quand même poser la question, vous aurez la réponse plus tard. Je vais quand même envoyer la question à ma prof de biologie, physique, chimie préférée. Et puis on va voir qu'est-ce qu'en pense la scientifique. Mais ça arrivera sûrement très bientôt. Hein Marie, quand tu peux. Mais j'en sais rien, moi. Alors déjà, merci Rémi pour cette question fort intéressante. Donc comme je le disais, Alors, quand tu as posé la question, je n'en avais absolument aucune idée. Et donc tout l'intérêt de cette vidéo va être de savoir comment procéder pour une recherche de qualité et éviter de sortir des aberrations quand on ne sait pas. Voilà. Donc ça va être tout le but. C'est pour ça que j'ai classé ça dans les vidéos méthodologie. Oui, car j'ai quand même abouti à une réponse ou à un embryon de réponse. Mais comment l'ai-je fait? Telle est la question. J'ai problème de monstera. Allez, on bouge plus. Alors, premier réflexe quand on se pose une question, quelle qu'elle soit, c'est une petite recherche Google. Google ou autre moteur de recherche, évidemment, il en existe tout un tas. Je vous cache pas que j'utilise Google. Ouais, bon. Alors, vous alliez vous attendre à ce que je vous dise non, Google c'est le mal, etc. Bon, c'est pas idiot. Ça permet de dégrossir un petit peu les choses, de connaître les points de vue classiques sur le sujet, d'encadrer un petit peu la question. Le problème, et vous allez le constater, c'est que moi je l'ai fait, la recherche Google, neige, azote et compagnie. Le problème, c'est l'absence cruelle de sources, voire des arguments un petit peu fallacieux, comme on dit. Je vous mets ça en illustration là tout de suite. Bon, donc j'ai fait une petite recherche Google, donc j'ai tapé azote dans la neige, je me suis pas embêtée. Je prends le premier lien, évidemment je n'autorise pas, et donc je me rends compte assez vite que on nous affirme très rapidement que la neige ne contient pas plus d'azote que la pluie. Et puis, c'est tout. C'est tout, je cherche en bas de page des références à des études scientifiques. Bon, j'en trouve pas. Donc, on nous l'affirme sans plus d'explication. Je prends le deuxième lien. Bon, alors là, je commence à parcourir un petit peu. Et je me rends compte assez vite qu'on... Ce serait bien étonnant. Voilà, ce genre de petites phrases, ce serait bien étonnant, oui, mais enfin, des études doivent exister, donc ça, c'est un peu ton point de vue. Et puis, je continue, et là, je tombe sur quand même le mot qui va pas, ma conviction, l'apport d'azote par la même quantité de pluie, ma conviction, ce serait étonnant. Bon, alors après, il nous cite une étude récente, mais qui ne parle plus vraiment de la comparaison neige et pluie. Bon, il y a quand même une tentative de citer une étude avec un petit résumé de l'étude en dessous, donc c'est plutôt pas mal, mais enfin, ça reste léger, quoi. Ça reste très léger. Bon, donc une fois qu'on a compris que sur une recherche classique, on aurait du mal à accéder à des articles étayés avec des sources scientifiques, parce que c'est ça un petit peu le but, vers quoi se rabattre? Eh bien, je vous propose un site dont je vous ai déjà parlé, enfin un moteur de recherche dont je vous ai déjà parlé, qui est Google Scholar. Google Scholar, c'est un moteur de recherche qui va taper dans des bases de données étayées scientifiquement, c'est-à-dire des publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, des sites universitaires, j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a déjà un pré-filtre sur la qualité des sources citées. Voilà. Bon, tout n'est pas du 100%, mais quand même, ça permet de dégrossir un petit peu les sites moisis, quoi. Donc Google Scholar, le principe c'est qu'on peut choisir, alors je vous incruste tout ça, on peut choisir différentes options dans ce qu'on recherche. Donc on peut notamment choisir la date de publication, enfin les critères de date de publication pour éviter d'avoir accès à des publications trop anciennes. On peut trier soit par pertinence, soit par date, on peut choisir le langage.
On peut choisir la catégorie d'articles, inclure les brevets, pas inclure les brevets, bon. Et puis on peut se faire une petite bibliothèque si on veut, parce que c'est vite fait en fait de parcourir énormément de publications différentes et de s'y perdre. Voilà. Donc voilà pour le principe de fonctionnement de Google Scholar. Alors vous allez me dire, puisqu'on a un site et un moteur de recherche qui nous permet d'accéder à des données fiables en général et scientifiquement étayées, pourquoi personne ne fait ça? Eh ben, tout simplement parce que c'est chiant. C'est-à-dire que pour faire une recherche de qualité sur Google Scholar, je suis désolée, mais il faut quand même maîtriser un minimum les bases du domaine dans lequel on recherche. Que ce soit la biologie, que ce soit la physique-chimie, que ce soit les sciences littéraires, que ce soit l'histoire géo, que ce soit enfin tout ce que vous voulez, hein. Parce que il y a des publications dans tous les domaines, hein, artistiques aussi. La difficulté, c'est de bien choisir ces mots pour la recherche. Le texte de recherche. Et puis après, une fois qu'on a accès aux publications scientifiques, bah faut se les farcir. Et les publications scientifiques, c'est pas toujours digeste. Alors je me suis amusée à faire une petite comparaison, vous allez voir. Donc je suis allée sur Google. Donc j'ai choisi un sujet qui me fait marrer, c'est-à-dire le sujet de la Terre plate. Donc dans Google, quand on tape Terre plate, on prend le premier lien. On est sur le site National Geographic et on tombe sur un article qui est quand même relativement agréable à lire, illustré, voilà. Bon, il y a un petit peu de texte, mais enfin quand même, la mise en page est plutôt sympa, et clairement, le texte est plutôt accessible. Maintenant, si on va sur Google Scholar et qu'on tape Terre plate, bon, alors, bon, j'ai pris le troisième lien parce que c'était un PDF de publication scientifique, donc troisième lien. Et là, comment vous dire que tout de suite, faut être tout de suite un petit peu plus accroché, quoi. Là, donc déjà, on voit la taille du document, hein, qui est quand même assez conséquente. Et c'est vachement moins sexy. Il n'y a pas une illustration, hein, pas une illustration. Bon, un petit graphique qui fait plaisir. Bon, vous voyez. En fait, voilà. Pourquoi les gens ne passent pas des heures sur Google Scholar, ou rarement, je veux dire, le tout venant qui se pose des questions, ce qui est normal, il n'a pas envie de se taper des publications à la rallonge. Donc oui, effectivement, c'est un véritable effort intellectuel que de le faire, mais quand bien même vous n'auriez pas de base scientifique, il suffit d'aller chercher la signification des mots. Alors, ouais, ça prend du temps, ça prend de l'énergie cérébrale, il est possible que vous perdiez un bout de cerveau par la narine, mais en réalité, ça peut presque devenir agréable comme exercice à faire. Bon, mais c'est une vraie gymnastique intellectuelle vachement moins gratifiante que de faire 3 clics sur Google et d'obtenir des informations, quitte à ce qu'elles soient pourries, mais séduisantes, vous voyez. Voilà l'explication. Voilà, revenons-en à l'azote dans la neige, parce que c'était quand même ça la question qu'on se posait. Je ne suis pas sûre d'avoir abouti à une réponse absolue. Pas du tout. Je me suis tapé un maximum de publications ces dernières semaines sur le sujet, mais au moins j'ai dégrossi les choses, et je vais éviter de tomber maintenant dans l'écueil de dire je ne sais pas, mais je vais quand même vous affirmer ça parce que c'est ce que tout le monde a envie d'entendre. Voilà, voilà, je suis fière de dire que j'y connaissais rien, j'en connais plus, je n'ai pas abouti à une réponse absolue, et c'est pas grave. Et c'est là que je fais un petit point référence de professeur, en fait, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des élèves qui me posent des questions et auxquelles j'ai pas les réponses. Et au début, en début de carrière, c'était d'un point de vue de l'ego difficile de leur dire je ne sais pas, parce que on a un peu cette image du sachant. Sauf qu'en fait, déjà, faut la débunker complètement, cette image, hein, maintenant, parce que nous ne sommes plus la seule source de savoir, hein, clairement. Nous, ce qu'on apporte, c'est une méthode, justement, et on apporte aux élèves cette faculté de discriminer entre les sources fiables et les sources pas fiables. C'est vraiment notre seule valeur ajoutée, parce que maintenant, en 3 clics, effectivement, on peut accéder à l'information. Encore faut-il savoir cliquer. Donc,
C'est difficile pour l'humain, et ça a toujours été difficile d'être dans l'ignorance et d'admettre qu'il ne savait pas. Et très vite, quand il était dans des situations où il ne savait pas, eh ben, il fallait absolument qu'il invente des réponses, parfois complètement farfelues, plutôt que d'admettre que pour le moment, en tout cas, il ne savait pas la réponse. Donc c'est pas grave de dire qu'on sait pas, et c'est à la limite intellectuellement beaucoup plus honnête que d'asséner des vérités qui n'en sont pas, qui ne sont pas étayées. Voilà, je suis désolée, mais vaut bien mieux dire qu'on ne sait pas et qu'on va chercher, plutôt que d'affirmer qu'on sait, alors qu'en réalité, on ne sait pas. Bref, vous avez compris. Alors évidemment, comme c'est le fil rouge de cette vidéo, je vous mettrai en description, pour une fois pas une description complètement pourrie, mais tous les liens des études que j'ai consultées, des sources que j'ai consultées, parce qu'il n'y a pas que des études scientifiques, il y a aussi des sources fiables que j'ai trouvées sur Google tout court, hein. Mais je vous les mettrai évidemment toutes en barre de description, pour ceux qui voudraient aller un petit peu en savoir plus, hein, parce que je vais résumer vraiment très rapidement ce que j'ai compris de la chose. Alors, première chose que j'ai comprise, et ça n'est pas peu de le dire en rapport avec ce sujet, c'est que oui, la neige contient bien pas que de l'eau pure, mais également d'autres composés, dont des composés azotés. Parce qu'il y a cette idée qu'on a peut-être, tous, de la pureté de la glace. On se dit, bah c'est de la cristallisation, et donc du coup, il y a une sorte d'épuration naturelle. Non, pas du tout, hein. Les cristaux de glace se forment donc dans l'atmosphère, entre autres, en tout cas pour ce qui est de la neige, hein, autour de petits noyaux de nucléation qui sont souvent des poussières et des impuretés atmosphériques. Et puis bah, l'eau va se cristalliser autour de ces nucléus et va intégrer une partie des composés atmosphériques. Alors l'atmosphère, comme l'a dit Rémi, est composée majoritairement d'azote, mais également de nombreux polluants, dont des polluants azotés. Donc, lors de sa cristallisation, le petit flocon va intégrer des molécules, et entre autres des molécules azotées. Donc oui, il y a bien de l'azote dans la neige, effectivement. Hein, ceux qui vous prétendent que la neige est l'incarnation de votre pureté et de vos ondes vibratoires, eh bien non, je suis désolée, il n'y a pas que de l'eau dans la neige. Bon, mais du coup, un premier problème s'est posé à moi tout de suite, c'est que comme la neige se forme à partir des composés atmosphériques locaux, bah, je suis désolée de vous dire que la composition de l'atmosphère sur Terre n'est pas la même partout. Donc on peut pas dire dans l'absolu la neige apporte ci ou la neige apporte ça, puisque sa composition va complètement dépendre de la zone géographique où elle va se former. Déjà, biais, dès le départ. Donc les affirmations rédhibitoires sur la composition de la neige est uniforme, bah non. Selon la localité considérée, selon les pollutions atmosphériques considérées, la composition de la neige ne sera pas la même. Donc son apport éventuel d'azote au sol ne sera pas le même. Alors, autre difficulté qui s'est posée à moi, c'est que j'ai bien trouvé des analyses comparatives de composition de neige et d'eau, mais la neige est donc un composé à l'état globalement solide, même si elle peut comporter une part d'eau liquide, et la pluie, pour le coup, la pluie est totalement liquide, hein, il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé des études qui montraient qu'il y avait des calculs de coefficients de fonte entre un volume de neige et un même volume d'eau. C'est-à-dire que quand on fait fondre de la neige, mettons on fait fondre 1 mètre cube de neige, on va pas obtenir 1 mètre cube, si tant est que ce soit comme ça que ça se calcule, d'eau liquide. Il y a un changement d'état entre les deux. Et la neige comporte en partie une part de gaz, donc de gaz atmosphérique piégé entre les flocons. Donc c'est super compliqué en fait de comparer la composition de la neige et la composition de l'eau liquide, puisqu'il y a un facteur de dilution, enfin il y a un facteur de conversion entre forme solide et forme liquide. Alors en moyenne, j'ai vu que c'était un rapport de 1/10, enfin c'est-à-dire 10 volumes de neige vont donner 1 volume d'eau. Mais en plus, ça dépend complètement de la composition de la neige, de son état, de sa fraction d'eau liquide dedans, de son tassage, enfin bon bref. Donc ça, déjà, c'est pas simple. Comparer une composition de neige et une composition d'eau liquide, en soi, ça ne va pas de soi. Bon, alors aussi, autre difficulté pour l'analyse de la neige et de l'eau liquide, etc., c'est que j'ai trouvé beaucoup d'études d'origine canadienne et québécoise.
sur le sujet et datant des années 90. Voilà, dans les études francophones, et même j'ai cherché dans les études anglophones, j'ai même trouvé une étude allemande. Et en fait, c'est des études relativement anciennes. Je sais pas, il y a eu un boom dans les années 90 de l'étude de la neige. C'était les débuts peut-être des études des pluies acides, etc. Donc en fait, c'était surtout dans cet axe-là, hein, sur les polluants atmosphériques, qu'on étudiait les choses. Et à l'époque, on utilisait une unité de mesure qui a été complètement abandonnée depuis, qui est le micro-équivalent par litre. Donc, dans ces études des années 90, je trouvais des études de concentration ionique en micro-équivalent par litre. Et dans les données récentes, je trouve des millimoles par litre ou des milligrammes par litre, mais pas du micro-équivalent par litre. Donc, j'ai dû m'arracher littéralement les cheveux, déjà que j'en ai pas beaucoup, pour essayer de trouver les conversions. Je suis tombée sur des tableaux de conversion issus du milieu médical, pour voir les équivalents, micro-équivalents par litre, millimol par litre, masse molaire et compagnie. J'ai cru que j'allais crever. Oui, donc on peut pas comparer les chiffres comme ça. Voilà, il faut comparer des choses comparables avec les mêmes unités. Et ben, bon courage. Il va falloir se lever tôt, je vous le dis. Surtout quand on n'est pas chimiste de formation, parce que moi je ne suis pas chimiste de formation. J'ai une part de ma formation qui a concerné la chimie, mais enfin c'est loin, hein, d'accord ? Donc, je suis une vieille dame, je vous rappelle. Donc, j'avoue que j'ai eu du mal. D'ailleurs, petite indication en passant, des pseudo-publications ou des pseudo-articles scientifiques avec des tableaux de données avec plein de chiffres qui vendent des étoiles dans les yeux, etc., où on précise pas les unités de mesure, fuyez, partez en courant. On ne peut pas comparer des chiffres sans unité. Et ça, il y en a pléthore sur Internet. Donc, un truc qui se dit scientifique, qui cite des chiffres, et où il n'y a pas d'unité, partez en courant. Ça sent l'arnaque. Bon, alors ensuite, j'ai trouvé des études, là pour le coup, qui étudiaient très précisément la composition au moment de la fonte des neiges, qu'on appelle la fonte printanière, c'est-à-dire c'est des études qui comparaient différents échantillons de neige et qui les faisaient fondre en laboratoire et qui étudiaient la composition de l'eau liquide obtenue à partir de différents échantillons de neige. Et déjà, il y a une grosse différence qui a été faite entre deux types de neige. La neige en milieu ouvert, avec un très faible couvert végétal et forestier, et la neige en milieu dit fermé, donc avec énormément de forêts, d'arbres, de résineux notamment, à nouveau des études québécoises, et qui se rendaient compte qu'effectivement la composition de la neige obtenue sur la couche de neige était très différente, et que son évolution par la suite était extrêmement différente, qu'on soit en milieu ouvert ou fermé. Il semblerait qu'en milieu fermé, il y ait un fort apport de matière organique dû au couvert végétal par rapport au milieu ouvert. Donc déjà, ça va jouer sur la composition de la neige. Donc il y a la composition de la neige au moment où elle se forme dans l'atmosphère, qui est déjà différente selon la localité, et puis selon la zone géographique où elle se dépose, si s'incorpore à cette neige qui s'est déposée au sol de la matière organique d'origine végétale, entre autres, eh bien ça va jouer totalement sur sa composition. Et toujours dans ces mêmes études, je me suis rendu compte, enfin en lisant, que la composition de la couche de neige, bon, la couche de neige reste plusieurs mois en place, notamment dans les zones froides. Je parle à nouveau du Québec, mais pas que. Et donc la composition de la couche neigeuse va évoluer au fil du temps, de semaine en semaine, selon son apport en matière organique et selon sa composition en microfaune dite nivéale, c'est-à-dire dans la neige, il y a de la vie. Il y a certains micro-organismes qui se développent dans la neige sans problème. Et ça a été évalué parce qu'à l'époque de ces études dans les années 90, ils ne le savaient pas, mais ils ont voulu estimer l'impact de cette microfaune nivéale, bactérienne majoritairement, mais il y a aussi des microalgues et des micro-champignons qui se développent dans la neige, sur cette quantité de matière organique et du coup sur l'azote. Et pour ça, ils ont dosé dans les échantillons de neige la quantité d'ATP produite dans la neige. Par cette
sensiblement par cette microfaune. L'ATP, c'est une molécule énergétique qui traduit une activité cellulaire, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, plus il y a d'ATP, plus il y a d'activité cellulaire. Et ils se sont rendus compte que dans les milieux fermés, où donc il y avait un fort apport organique, eh bien, la quantité d'ATP avait tendance à augmenter dans les échantillons de neige. Parce que, certainement, il y avait de la vie dans la neige. Et cette vie métabolise une partie de l'azote. Donc, vous avez la composition de la neige qui tombe au sol, admettons qu'elle soit très riche en azote, eh bien en réalité, la microvie qui est dans la neige va métaboliser et utiliser une partie de cet azote. Donc déjà, entre le moment où la neige se dépose et le moment où elle va fondre au printemps pour éventuellement apporter de l'azote au sol, il va se passer tout un tas de choses. Donc ça complexifie encore la question. Bon, alors, quand même, je ne l'ai pas précisé, mais revenons-en à cette comparaison neige et eau de pluie. Sur toutes les données que j'ai étudiées, et on va quand même partir du principe que les scientifiques qui ont fait ces publications avaient quand même une petite conscience de ce degré de fonte de 1/10 là, entre la neige et l'eau de pluie, et bien sur tous les tableaux de données que j'ai trouvés, il y a quand même une différence criante entre la composition de la neige et celle de l'eau de pluie, et je suis désolée de vous dire que d'après ce que je lis en première intention, avec toute la réserve que j'ai mise sur les facteurs de dilution, clairement la neige est bien moins riche en azote que l'eau de pluie. Alors après, faut-il multiplier ces données par 10 ? Je ne sais pas, mais bon, moi j'ai quand même tendance à me dire que quand même les gars y ont pensé, parce que si moi, Bibi, la prévôt, au fond de ma banlieue parisienne, j'y ai pensé, ils y ont pensé aussi. S'ils se mettent à comparer des compositions de neige et d'eau liquide, ils ont pensé aussi à ce facteur de dilution. Et dans les tableaux de composition, je suis désolée, il y a beaucoup moins d'azote dans la neige que dans la pluie, en tout cas pour une même localité. Bon, et alors, information suivante, au moment de la fonte de la neige, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est qu'est-ce qui se passe, la neige s'est accumulée dans mon jardin, au moment où elle fond au printemps, est-ce que ça va être avantageux pour mes plantes, hein, grosso modo c'est ça la question, parce que je vous rappelle que les plantes consomment de l'azote, hein, pour ceux qui étaient complètement largués, hein, je vous le dis, alors sous différentes formes, mais voilà, ils consomment de l'azote. Bon, et ben, justement, il y a une étude qui a fait des expériences de fonte de neige et qui ont regardé un petit peu quelle était la composition de l'eau liquide obtenue à partir d'un échantillon de neige. Alors déjà, première chose, il y a une séquence dans l'arrivée des différents ions, cations et anions, donc ions à charge positive et ions à charge négative. Et cette séquence de dilution est relativement stable. Il semblerait qu'arrivent en tout premier les ions contenant du soufre, SO2, SO4-, etc. et compagnie. Viennent ensuite les ions contenant de l'azote. Et puis en dernier, je ne me souviens plus. Bon, il y a des séquences anioniques comme ça, donc l'azote arriverait en deuxième dans la séquence. Et effectivement, au moment de la fonte, on se rend compte qu'il y a une décharge importante en azote au niveau du sol. Et notamment, il y a eu des études qui ont été faites dans les eaux de ruissellement en bas des névés, c'est-à-dire des zones d'accumulation de neige en montagne. Il y a eu des études sur les eaux ruisselantes en bas des névés. Et effectivement, au moment du printemps, il y a des booms d'azote dans les eaux de ruissellement et les eaux collectées dans les rivières, les petits fleuves, etc. Bon, mais comme le disait Rémi dans sa vidéo, que font les plantes de cet azote? Parce que je vous rappelle que les plantes à ce moment-là sont en dormance pour la plupart. C'est-à-dire elles se sont mis sacrément au repos pendant l'hiver. Donc là, on leur balance de l'azote à une phase très précise de la fonte de la neige, en deuxième position donc. Qu'en font-elles? On sait que la prise en charge de l'azote par les végétaux au niveau des racines peut être aidée par la microfaune du sol et notamment la vie bactérienne du sol. Hein, je parle des mycorhizes et compagnie et des nodules bactériens au niveau des racines. Sont-ils encore actifs à ce moment-là? Là, je vous le dis, mes investigations ne me permettent pas de le dire. Mais entre la bioassimilation de l'azote dans la couche de neige pendant tout le temps où elle est déposée au sol, et ensuite le relargage d'azote massif au moment du choc printanier en one shot comme ça, est-ce que tout ça est pris en charge par les racines des plantes? Pas sûr.
Et d'autant plus douteux que on retrouve des chocs d'azote dans les eaux ruisselantes. Donc ça veut dire que tout ça n'a pas été retenu, a priori, par la végétation. Vous voyez, il y a un rapport direct entre tout l'azote qui sort de la neige et ce qu'on retrouve dans les eaux de ruissellement. Donc ça veut dire que ça n'a pas été retenu. Donc est-ce bien intéressant pour les plantes, de ce point de vue-là, j'entends, hein, la neige? Et ben là, la question se pose. Alors je n'ai pas trouvé d'études précises qui confirment ou infirment la chose, mais les études de fonte de neige que j'ai trouvées ne permettent pas d'affirmer que vraiment c'est trop bénéfique pour les plantes, quoi. Alors du coup, je sais, c'est frustrant parce que je vous dis pas oui ou non, hein, voilà, je vous dis pas oui ou non, et en plus, il me reste plein de questions en suspens. Déjà, ce largage d'azote massif, est-ce que ça peut pas aussi être nocif pour les plantes? Parce qu'on le sait, quand on met un excès d'azote, je parle des engrais, moi je pense à mes plantes d'intérieur, hein, si je force trop en engrais azoté et que la plante n'est pas apte, n'a pas le système racinaire qui lui permet de pomper tout ça, le bon éclairage, la bonne luminosité, les bonnes conditions de température, ça peut cramer les racines. Donc est-ce une si bonne idée? Pas certain. Bon, il y a toujours cette histoire de... Moi, ça m'empêche de dormir presque, hein, de composition de la neige, composition de l'eau de pluie. Est-ce qu'on peut vraiment comparer ce qui n'est pas comparable? J'en sais rien. Là, vraiment, la question est en suspens. S'il y a des chimistes dans la salle, ça m'intéresse vraiment de savoir ça parce que je n'ai pas trouvé l'explication. Bon, et puis après, on pourrait se dire que quand même, les écosystèmes sols sont très variables aussi d'une région à l'autre. Les bactéries qu'on y trouve, les champignons qu'on y trouve ne vont pas être les mêmes d'une localité à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas des adaptations au couvert neigeux? Est-ce qu'il n'y a pas des adaptations métaboliques des plantes elles-mêmes à l'absorption de tout cet azote d'une zone à l'autre? Je vous rappelle que notre climat est en plein dérèglement, donc les populations végétales n'ont pas forcément pu s'adapter à ce dérèglement climatique. Est-ce que conserver des couches de neige dans des zones où il n'y en avait pas trop par le passé, c'est une bonne idée? Je ne sais pas, peut-être que la végétation n'a pas pu s'y préparer. Je ne sais pas. Bon voilà, donc plein de questions en suspens. Tout l'intérêt de cette vidéo est de vous montrer que la chose n'est pas si simple et que quelqu'un qui dans un commentaire sur un forum ou quoi va dire « Ah bah évidemment que la neige ça apporte de l'azote parce que nos anciens nous l'ont toujours dit !» Je vous rappelle qu'à une époque, nos anciens disaient quand même des grosses conneries. Heureusement qu'on a abandonné les choses, quoi. Je veux dire, on progresse aussi, hein. Donc en conclusion, vidéo extrêmement frustrante, impossible de conclure totalement et de façon tranchée parce que ce serait suspect de faire ça. Je vais poursuivre mes investigations évidemment et si j'aboutis à des choses plus satisfaisantes, je ferai des updates. Mais là, en l'état actuel des choses, et pourtant ça fait des semaines que je suis dessus, je peux pas me permettre intellectuellement de vous affirmer quoi que ce soit. Toujours se méfier des conclusions hâtives et rédhibitoires sur un sujet avec peu d'arguments et peu d'étayage. Ça pue du cul, hein, dans l'ensemble. Donc méfiez-vous, hein, fuyez. Laissez parler éventuellement, n'allez pas au clash forcément, mais n'en pensez pas moins. Et rien n'est fini et défini. L'ignorance, c'est pas grave. Il vaut bien mieux dire qu'on sait pas plutôt qu'affirmer des choses sans pouvoir les justifier. Donc voilà, faut laisser le temps au temps, faut laisser à la science le temps de progresser. La science également répond à des questions d'urgence. Est-ce que l'apport d'azote par la neige est une question urgente pour nos sociétés là tout de suite? Peut-être, mais peut-être pas. Et donc bon, voilà, c'est peut-être pas une priorité absolue là tout de suite. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit éclairé, conservez votre sens critique, c'est très important. Je suis désolée, cette vidéo était longue, mais elle méritait d'être faite. Parce que ce qui vaut pour l'azote dans la neige vaut pour un tas d'autres sujets et parfois des sujets bien plus graves que celui-ci qui touchent à la santé publique, qui touchent à l'abus de faiblesse chez certaines personnes et la création de mouvements sectaires. Enfin, vous voyez, tout ça découle de la même chose. Donc, écoutez, voilà, tout ce à quoi je vous invite, c'est à vous renseigner, à aller chercher au bon endroit. Et oui, vous allez y passer des heures, et oui, vous allez peut-être y prendre goût. J'espère que tout le monde va bien, je vous fais des très gros bisous, encore merci pour vos commentaires, vraiment trop sympa. N'hésitez pas à vous abonner, ouais ça y est, je fous le logo avec la petite cloche, on est des dingues. Désolée pour le bonnet, la prochaine fois je l'aurai plus. Et puis bah écoutez, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Merci Rémi pour cette chouette question, bisous.